sommes prêts à travailler sur cette question, à y répondre en toute transparence. Et je serai donc accompagnée dans cette table ronde par plusieurs intervenants qui connaissent très bien le sujet. Alors, tout d'abord, à mes côtés, Céline Poulet, la secrétaire générale du secrétariat interministériel au handicap. Catel Robert, qui est vice-championne du monde de parasurf et on me précise maman solo de 5 enfants handicapés. Julia Tabat, administratrice d'AFM Téléthon. Isabelle Dacosta, vice-présidente d'APS France Handicap. Ingrid Géret, avocate. Et je ne vois plus la suite, page 5, 6, 7, voilà. Et membre du comité exécutif de la chaîne UNESCO Santé sexuelle et droits humains. Voilà, donc nous sommes une table ronde essentiellement féminine, ce qui ne veut pas dire que c'est un sujet qui ne concerne que les femmes. Nous avons aussi quelquefois besoin de mixité pour assumer notre vie sentimentale et sexuelle, même si d'autres situations peuvent se produire et que nous sommes très ouverts à ces questions. Voilà, donc je passe la parole à la première intervenante, Catel Robert, vice-championne parasurf. Bonjour. Bonjour. Alors moi, on m'a demandé d'intervenir sur un témoignage personnel. Alors, j'ai envie de commencer à dire que c'est vraiment un témoignage personnel et ma vie sentimentale n'a rien à voir avec celle de mon voisin ou ma voisine, qu'il soit handicapé ou valide. Voilà. Donc, moi, dans mon cas, je cumule les handicaps dans le sens où, OK, je suis tétraplégique, mais je suis aussi vieille, j'ai 48 ans. Je suis maman solo de 5 enfants en situation de handicap. Et malgré ça, j'ai une vie sexuelle et affective tout à fait satisfaisante et active. Voilà. Mais je connais des personnes en situation de handicap qui sont en grande détresse aussi. Il se trouve que je suis aussi médiateur pair. Donc, je rencontre aussi des situations totalement différentes de la mienne. J'ai un exemple, par exemple, une anecdote. Je connais quelqu'un qui est tétraplégique complet, sans aucun mouvement possible, et qui, après son accident, a rencontré une partenaire. Ils ont 2 enfants, une vie affective et sexuelle tout à fait ordinaire. Je connais aussi une personne valide de 40 ans qui n'a pas de vie affective et n'a jamais eu de vie sexuelle. Donc, je pense qu'il ne faut pas généraliser non plus cette problématique. En fait, on la centre sur les personnes qui ont des grandes contraintes physiques, mais il y a aussi des personnes, par exemple, qui ont des troubles de l'élocution et qui vont avoir beaucoup de difficultés à créer le lien et avoir des partenaires dans leur vie. Donc, voilà pour ma situation. Je ne sais pas si je peux continuer, si vous avez des questions. Je n'ai pas eu vraiment de questions. Non. Écoutez, répondre. Je ne sais pas trop ce que vous attendez. Merci Catel pour ce témoignage. Alors c'est vrai que les situations sont très diverses, mais comme dans toute vie, toute personne est confrontée à des parcours de vie différents, quelle que soit la situation dans laquelle on se situe. Mais notre approche aujourd'hui, c'est d'apporter de la reconnaissance, de la compréhension aux personnes qui sont dans une détresse personnelle face à ce droit essentiel de la vie qui confère de la dignité à chaque personne. Donc, merci pour votre témoignage. Alors, on a quelles avancées on peut considérer aujourd'hui au regard, par exemple, il y a 20 ans, dans les établissements, tout rapprochement, même vie sentimentale était proscrite parce qu'il y avait une espèce de chape moyennant quoi il y avait des violences, des urgences et des privations de liberté, des atteintes à l'intégrité des personnes de la part des adultes avec le consentement ou les ordonnances de la famille ou voilà. Donc je pense qu'on a un peu évolué quand même aujourd'hui dans cette situation. Céline. Alors
C'est vrai, Dominique, comment dire, et je vais rebondir sur ce que vient de dire Catel. En fait, comment dire, le 3 septembre 2019 se mettait en place, comment dire, le Grenelle, comment dire, pour lutter contre les violences à l'encontre des femmes. Et dans ce cadre-là, nous avons eu plusieurs groupes de travail et le handicap a été embarqué dans l'ensemble, en fait, de cette réflexion interministérielle. Et on a eu, en fait, à constituer un groupe avec des femmes en situation de handicap, des personnes en situation de handicap, des parents, des associations. Et la première chose, en définitive, que l'on a décidé, priorisé, et ça a été repris d'ailleurs dans le comité interministériel du handicap, c'est de mettre en place des centres ressources à la vie affective et sexuelle. Pourquoi ? Eh bien justement pour pouvoir répondre au cas par cas, aux questions que peuvent se poser les adolescents, les adolescentes, mais également les parents, mais également les professionnels. On a élaboré un cahier des charges avec, comme dire, la Direction générale de la cohésion sociale. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'il y ait un centre ressources à la vie affective et sexuelle dans chaque région. Aujourd'hui, il y a 9 régions dans lesquelles ce dispositif se déploie. Ce ne sont pas des centres ressources qui refont la même chose que les acteurs. Non, ces centres ressources sont là pour mailler le territoire et avoir un endroit unique pour pouvoir poser ces questions, mettre en relation les acteurs et faire des réponses sur mesure. On s'est interrogé aussi sur ce qui se passait en effet dans les établissements et services médico-sociaux. On s'est penché sur une action extrêmement intéressante menée par l'agence régionale d'Île-de-France qui s'appelle Handi Gynéco et qui a fait intervenir en fait des sages-femmes à l'intérieur des établissements, aller vers les femmes en situation de handicap, mais également aller vers les professionnels. Ce dispositif était extrêmement intéressant. On s'est aperçu que quelquefois, des femmes, c'était la première fois en définitive qu'elles avaient une consultation gynécologique, quelquefois à 40 ans. Donc on voit aussi le retard qu'on a pu accumuler sur ces questions-là. Et avec ces programmes, ça permet à la fois de faire du sur-mesure avec les femmes en situation de handicap, mais également avec les professionnels. En s'appuyant sur cette action pilote, le comité interministériel du handicap a décidé de la généraliser pour qu'on puisse également, qu'on soit en établissement ou que l'on soit à domicile, que toutes les jeunes filles et les femmes puissent bénéficier de ces consultations gynécologiques. La troisième chose, c'est la formation, Dominique, parce qu'on sait aussi que la formation, c'est-à-dire je suis une jeune fille, un jeune garçon en situation de handicap, on doit pouvoir parler sexualité, on doit pouvoir aborder ces sujets-là très tôt afin qu'il n'y ait pas de tabou et de lever tous les tabous. Donc, il y a des programmes d'action avec l'éducation nationale, mais également avec la mission interministérielle pour la protection des femmes, qui est un programme très important puisque ça permet à tous les professionnels de monter en compétences. Et puis, on retourne dans les établissements médico-sociaux. Dominique a tout à fait raison. On s'est penché avec toujours le même groupe de travail sur qu'est-ce qui se passe dans les établissements. On a eu beaucoup de débats autour de la contraception. Est-on obligé d'avoir une contraception pour être admis dans un établissement médico-social ? Est-ce que je peux choisir ma contraception ou est-ce que c'est la même pilule pour tout le monde ? Vous voyez ? Quel est le choix, le consentement ? On a abordé également la question de la stérilisation parce qu'il y a aussi encore ces questions sur la stérilisation en France de jeunes femmes en situation de handicap. Comment ça se passe ? Et donc, on a voulu faire une circulaire véritablement sur le rappel au droit à la vie intime et sexuelle au sein des établissements pour bien remettre cette question-là au cœur de l'accompagnement des professionnels. Mais on ne les laisse pas, Dominique, sans solution puisqu'on est en train de déployer également un module de formation pour pouvoir les accompagner. C'est pas facile quand on accompagne des personnes en situation de handicap. On a toujours tendance à ne pas frapper quand on rentre dans les chambres. On ne donne pas toujours la parole sur ces sujets-là. Donc comment, en définitive, on l'inscrit au cœur de l'accompagnement des personnes. Et puis, vous en parliez tout à l'heure, j'ai une relation sexuelle, je peux aussi avoir demain l'envie d'être parent. Je suis en situation de handicap. Catel le disait, on peut être parent. Aujourd'hui, il faut lever ce tabou-là. La parentalité, c'est extrêmement important. Et pour cela, dans le cadre des 1000 premiers jours,
chantier qui est mené, hein, et on aura tout à l'heure Adrien Taquet, le ministre, qui viendra échanger avec des enfants. On a vu l'importance, en définitive, d'accompagner les projets de parents, mais également la compétence des parents. On a tous besoin d'avoir des conseils, Dominique, quand on est parent, eh bien, les personnes aussi en situation de handicap. Et donc, on a travaillé très concrètement sur un cahier des charges qui permet en définitive eh bien, de déployer des dispositifs périnatalité, parentalité des parents en situation de handicap dans les régions. C'est pareil, là on a 6 agences régionales de santé pilotes en vue d'une généralisation en 2022. On ne refait pas la même chose, on ne rajoute pas une couche, hein, Dominique, c'est-à-dire qu'en définitive, on met ces dispositifs pour monter les acteurs de droit commun en compétences, les gynécologues, les sages-femmes, les maternités. On maille le territoire et puis on crée des prestations un peu nouvelles pour accompagner les parents. C'est extrêmement important, c'est une très grande demande et aujourd'hui on peut se dire que voilà, il y a des avancées, il faut que tout ça s'accompagne ensemble parce que je pense qu'on est tous mobilisés. Très bien. Merci Céline. Alors j'entends bien tout ce qui est en cours, hein. Il y a eu vraiment des diagnostics qui sont faits. Ce qui est très intéressant, c'est vraiment la modification des comportements dans les établissements, mais pas seulement, c'est-à-dire une qualité d'écoute, un respect de la vie intime, de l'intimité des personnes, une écoute et une ouverture pour répondre à leurs questions, la définition de nouvelles prestations pour permettre aux personnes d'assumer leur désir éventuellement de parentalité, mais quid des personnes qui veulent avoir légitimement une vie sentimentale et sexuelle sans aboutissement parental. Ça existe dans toute la société. La vie sexuelle n'a pas comme seul aboutissement la parentalité. Exactement. Et puis il y a une autre question qui me vient à vous entendre, c'est qu'on a fait beaucoup pour approcher la situation des femmes avec handicap parce qu'on a découvert quand même beaucoup de violences, de mépris, de négation de l'identité physique et sexuelle des femmes handicapées. Qu'en est-il des hommes, des garçons? Parce que pour qu'une fille soit maltraitée, elle n'est pas toujours maltraitée par une personne handicapée, elle est aussi traitée par d'autres. Donc comment organiser cette approche, cette écoute et cette formation, cette élévation du niveau de compétence et de relations, d'interaction sentimentale, de séduction, tout ça, dans la mixité. Hein. Je pense qu'il ne faut pas oublier Dominique, les garçons. Vous avez complètement raison. C'est tous ces dispositifs. Hein, on parle beaucoup du côté des femmes, des jeunes filles, mais par exemple les centres, ressources à la vie intime et sexuelle. Je suis un adolescent en situation de handicap, un garçon. J'ai besoin de conseils. J'ai pas envie d'en parler avec mes parents parce que c'est pas toujours facile de parler sexualité avec ses parents. Eh bien, ces centres sont là aussi. En fait, ces centres ressources sont là aussi pour les jeunes garçons, pour les garçons. Ça, c'est extrêmement important. Pareil, hein, il y a des programmes dans l'éducation nationale, bien évidemment, mais pas les filles d'un côté, les garçons de l'autre. C'est exactement la même chose. Et dans le cadre aussi des violences conjugales, il y a tout un programme aussi pour, ceux qui sont, concernés, pour pouvoir aussi, prendre en compte. Donc, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, c'est bien en élevant, je dirais, le seuil de compétence de chacun qu'on va réussir en définitive à répondre à l'ensemble des demandes. Merci beaucoup pour ce complément. Merci, mais c'est aussi l'éducation à vivre ensemble qu'on développe pendant toutes ces journées des universités d'été. C'est comment vivre ensemble avec handicap ou sans handicap pour qu'on se respecte mutuellement et qu'on ait de meilleures qualités de vie, de meilleures qualités de relation. Alors à ce moment de notre table ronde, on va se tourner vers Isabelle Dacosta, qui est vice-présidente d'APF France et qui attend aussi pour intervenir sur notre sujet. Isabelle, à vous. Alors, je vais vous parler plutôt de la question sur l'assistance sexuelle et je commencerai par nos attentes, en tout cas, des travaux du CCNE, pour lequel nous avons d'ailleurs été auditionnés. Hein, et notre attente n'est pas une réponse positive ou négative sur les services d'assistance sexuelle, mais plutôt comment encadrer les pratiques de façon éthique pour éviter tout abus, discrimination ou même des violences. Et nous pensons qu'il serait intéressant que le comité, en tout cas, se prononce sur les principes éthiques que doivent respecter les futurs services d'accompagnement à la vie sexuelle
pour garantir la dignité et les droits fondamentaux de toutes les parties prenantes. Et ça nous semble plutôt important. Et ce rôle de comité, me semble-t-il, est aussi d'éclairer le débat au sein de la société pour permettre de fait de faire évoluer les mentalités sur la vie intime, affective et sexuelle, comme je disais tout à l'heure, des personnes en handicap. Et il semble important de dépasser les préjugés moraux et puis les interdits culturels, qu'on ne cite pas très souvent, mais qui existent. Il nous faudrait aussi sortir de l'arbitraire et de certains tabous, puisque nous savons que des personnes en handicap demandent à être accompagnées. Et plutôt que d'éviter de nier cela, eh bien, il faudrait plutôt les accompagner à cette sexualité. Et de se positionner pour ou contre un accompagnement à la sexualité, c'est plutôt de proposer des réponses aux besoins exprimés. Et dans cet objectif, il faudrait permettre aux personnes d'accéder, si elles le souhaitent, à un service d'accompagnement à la sexualité, enfin, à la vie sexuelle. Et puis, en ce qui concerne les attentes des personnes, puisque ce n'est pas que les travaux, enfin, nous parlons, lorsqu'on parle d'assistance sexuelle, les attentes sont souvent différentes selon les personnes. Tout à l'heure, vous l'aviez dit, parce que la sexualité, elle évolue avec l'âge, avec l'expérience, là où la partenaire qu'on a eu dans sa vie, des situations de vie qui sont différentes à chaque étape. Eh bien, beaucoup d'attentes des personnes relèvent souvent de la découverte et la redécouverte de sensations de leur corps, parce que très souvent, elles sont touchées comme des objets de soins, et c'est vrai que c'est souvent ce qui est remonté. Et il s'agit bien de reconnaître que les personnes avec un handicap sont une source potentielle et réciproque des plaisirs aussi, pas que un besoin de recevoir. Et de notre point de vue, les attentes d'accompagnement sont, et Catel le disait, individuelles et personnelles. Et on va éviter évidemment de généraliser. Si leur attente est faite de passer par le recours à un tiers dans la découverte du corps et de leur corps, et pour l'exercice de leur sexualité, enfin moi, il me paraît nécessaire de proposer des réponses en adéquation avec ces demandes. Et puis, l'objectif, c'est pas de créer une obligation pour toutes et tous, c'est plutôt de découvrir des possibilités pour les personnes en situation de handicap lorsqu'elles le souhaitent, dans un cadre législatif et sécurisé, et une organisation qui veille à la dignité de chacun et chacune. Il serait donc dommage de penser que l'accompagnement sexuel est là pour stigmatiser une population par rapport à une autre. Je terminerai sur mon sujet, en tout cas l'assistance sexuelle, c'est que toutes les personnes ne souhaiteront pas avoir un recours à un accompagnement sexuel, mais en tout cas elles doivent avoir la possibilité de le faire. Je pense que c'est le plus important. Vraiment, votre témoignage est très intéressant et votre plaidoyer est bien construit. Moi, ce que je retiens dans ce que vous dites et ce qui peut nous permettre d'aller plus loin, c'est justement tout ce qui permet à la personne d'exprimer son désir, de se découvrir, de vivre son corps autrement que comme un objet de soin, mais aussi de gagner l'estime de soi et l'estime de ses aptitudes à la sensation agréable qui peut aller jusqu'à la jouissance. Mais vous parlez d'un cadre législatif sécurisé, donc je pense que c'est ça la question qui peut être vraiment la continuité de votre intervention. Et peut-être que là, l'avocate qui est prévue dans la table ronde, Ingrid Géret, pourrait nous donner une précision sur, à la suite de cette intervention, votre opinion sur, au regard de notre législation, comment est-ce que cet acte législatif sécurisé peut être possible. Oui, bonjour, merci pour votre invitation. La question de la légalité de l'accompagnement à la vie intime et sexuelle, elle est plurielle et elle nécessite tout d'abord de préciser le cadre légal international avant d'envisager la situation au plan national. Selon la définition de travail de l'OMS, la sexualité est un aspect central de l'être humain tout au long de la vie, qui comprend le sexe, les identités et les rôles de genre, l'orientation sexuelle, l'érotisme, le plaisir, l'intimité et la reproduction. Comme cela a été expliqué plus avant, certaines personnes ne peuvent pas exercer leur droit à la vie intime et privée du fait de leur situation de handicap. Pourtant, les objectifs du développement durable des Nations Unies, vers lesquels doivent tendre tous les États, dont la France, permettent à chacun de devenir autonome et capable d'exercer des choix en ce qui concerne notamment sa vie sexuelle et reproductive.
Bien évidemment, la santé et les droits sexuels, comme on l'a expliqué précédemment, ces droits sexuels et reproductifs, eh bien, ils concernent la population tout entière et pas seulement les personnes en situation de handicap. Alors, s'il n'existe pas à proprement parler de droit à la sexualité, entendu comme le droit d'exiger de l'État les moyens d'accéder à une sexualité, en revanche, eh bien, le droit d'entretenir des relations sexuelles eh bien, est reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme comme un droit fondamental consacré par bien, cette notion d'autonomie personnelle qui est une composante du droit au respect de la vie privée et familiale et qui est protégée par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De la même façon, s'il n'existe pas de droit à la santé sexuelle, parce que bien évidemment cela supposerait des États qui doivent assurer une bonne santé à l'ensemble de la population, comme une obligation de résultat, cette hypothèse, bien évidemment, elle n'est pas concevable dans la mesure où la bonne santé relève de facteurs, par exemple, biologiques qui sont indépendants de la volonté des États ou des personnes. Dès lors, il convient plutôt de parler d'un droit aux soins de santé sexuelle pour permettre aux individus d'atteindre le meilleur état de santé sexuelle. Et alors à ce moment-là, comme tout à chacun, ces personnes en situation de handicap, les personnes en situation de handicap, elles peuvent alors exiger de l'État l'accès aux soins et services de santé sexuelle pour leur permettre d'atteindre le meilleur état en la matière. Par ailleurs, on le sait, la santé publique, que ce soit au niveau national ou international, nous enseigne que les indicateurs en lien avec la sexualité et la santé sexuelle sont bien meilleurs lorsqu'est mis en place un cadre légal qui institue des règles respectueuses des droits humains. Donc on y arrive, ce cadre légal et éthique, on le comprend, il permet d'éviter les dérives. Concrètement, afin de garantir une activité en toute sécurité, le service d'accompagnement à la vie intime, il devrait être agréé par le ministère chargé de la Santé sur la base d'un cahier des charges. Et ce service serait chargé d'informer le demandeur sur la sexualité et l'accompagnement sexuel, d'aider, comme on l'a vu tout à l'heure, nous l'a dit Isabelle, d'aider à la formulation de la demande en matière d'accompagnement sexuel et puis de mettre en relation, le cas échéant, les personnes majeures en situation de handicap avec un assistant sexuel qui prodigue à ce moment-là l'accompagnement sexuel. Bien évidemment, ces assistants sexuels, vous l'avez rappelé, c'est très important, c'est la formation. Ces assistants sexuels, ils seraient formés à l'éducation complète et à l'accompagnement à la vie intime. Enfin et surtout, afin de ne pas être pénalement répréhensible, cette activité devrait être autorisée légalement, et ce, afin que le bénéficiaire, le gestionnaire, les professionnels du service et l'assistant sexuel bénéficient d'une protection, et plus précisément de la protection mentionnée à l'article 122-4 du Code pénal, qui dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives et réglementaires. Voilà succinctement quelques idées pour avancer sur ce droit et sur le cadre légal qui pourrait être mis en place. Merci beaucoup pour ces précisions extrêmement accessibles pour tout à chacun. Vraiment, la précision que le droit à la vie sexuelle et sentimentale est un droit imprescriptible des droits de l'homme, reconnu dans le cadre de la Convention internationale des droits de l'homme, qui confère des droits aux soins de santé sexuelle et la garantie d'accès à ces soins. Voilà, vous avez bien placé le débat et la question qui sera posée ensuite aux législateurs pour garantir l'autorisation légale de cette prestation à confier à des professionnels qui seront reconnus dans un cadre bien particulier. Donc moi, je vais me tourner maintenant vers Julia Tabat, qui est administratrice de l'AFM Téléthon. Est-ce que vous avez des exemples de cette mise en œuvre dans d'autres pays ? Alors, oui, je vais vous en donner. D'abord, merci de m'accueillir et je suis ravie de voir que ce sujet-là est enfin soit débattu et discuté au CNCPH et aux universités d'été. Je vais vous donner deux exemples volontairement éloignés l'un de l'autre. Le premier exemple, c'est celui des États-Unis.
c'est là où est née l'assistance sexuelle au début des années 80. Ce qu'il faut savoir sur les États-Unis, c'est qu'en fait, c'est reconnu, mais c'est que la manière de mettre en pratique l'assistance sexuelle est différente selon les États. Le deuxième exemple, c'est l'Italie du Nord plus exactement, où là, il y a une expérimentation sur une assistance à l'intimité qui est en train d'être faite. Je pense qu'elle n'est pas tout à fait terminée, où le contour de l'expérimentation, c'est que c'est très cadré. L'assistance sexuelle a lieu pendant un certain temps, puis après, il n'y a plus de contact entre la personne en situation de handicap et l'assistant. Il n'y a pas de pénétration possible. C'est vraiment une aide à la découverte de son corps, à la découverte d'un corps autre que le sien et à la découverte de son propre plaisir. Mais il n'y a pas de relation sexuelle à proprement parler. Vous voyez bien que ce sont deux exemples totalement différents, avec une approche totalement différente, avec des cultures qui sont totalement différentes, puisque les États-Unis sont quand même connus et reconnus pour, on va dire, leur inclusion, en tout cas sur le bâti et sur l'accessibilité. L'Italie a une autre histoire avec le handicap. Ces deux exemples-là vous montrent bien que l'assistance sexuelle, ou en tout cas la prise en compte de la vie sexuelle des personnes handicapées est très différente selon les pays, selon les cultures et selon les législations aussi. Ça montre qu'on a adapté le concept, que chaque pays a adapté le concept et qu'il reste à la France à le faire. C'est ce qu'on souhaite en fait. Et vous avez des préconisations particulières ? Pardon, je ne vous ai pas bien entendu. Voilà, parce que bon, vous citez deux exemples qui sont très, très éloignés l'un de l'autre. C'est vrai que les États-Unis, avec la responsabilité subsidiaire des différents États, mais aussi cette forte législation sur l'inclusion, elle est intéressante. Néanmoins, elle est contrecarrée par la protection des droits des femmes et l'émergence d'une protection particulière dans la relation homme-femme. Par contre, l'Italie est un pays plus latin et justement, il y a des précautions pour éviter que, de ce que j'ai entendu, pour éviter que des relations particulières, privilégiées ou de soumission puissent se développer entre l'assistance sexuelle et la personne. Donc, votre préférence, elle irait vers quel système au regard de ce que nous sommes capables de faire en France ? Alors, nous, ce que l'on préconise, en fait, c'est que l'assistante sexuelle ou assistante soit formée. Ça, c'est la base de la base. Ingrid l'a dit. On ne s'improvise pas assistant sexuel. Il faut une formation, une formation encadrée et reconnue par l'État et certifiante, on va dire ça comme ça. Ensuite, ça ne peut s'entendre que dans le cadre d'un service d'accompagnement à la vie sexuelle. C'est une garantie éthique pour que toutes les parties, que toutes les parties, que ce soit assistante ou personnes en situation de handicap, puissent trouver au sein du service une sécurité et un cadre qui leur permet d'une rencontre, on va dire, équilibrée. En fait, nous, ce qu'on a travaillé et ce qu'on imagine, c'est que ce service aurait 4 missions. Il informe, il recueille la demande, il oriente et il recueille le consentement éclairé, ce qui est important, même quand la personne en situation de handicap a du mal à s'exprimer ou a une expression différente. Il faut être en capacité de pouvoir recueillir ce consentement et c'est là tout l'enjeu du service. Et puis ensuite, il met en relation un ou une assistante sexuelle qui va correspondre à la personne. Il ne s'agit pas de mettre tout le monde face à tout le monde. Ça n'a aucun sens. Il faut pouvoir être capable d'analyser et de trouver la bonne solution pour chaque personne, selon chaque demande, selon chaque temps. Et enfin, le service assure le libre choix de toutes les parties. Ce qui veut dire que si un assistant sexuel n'a pas un bon contact avec la personne, il ne continuera pas son accompagnement. On ne veut pas forcer les gens, ni les assistants, ni les personnes en situation de handicap. C'est la garantie du respect de la dignité de chacun.
le service aussi, il est là pour respecter l'anonymat et la vie privée. On en a pas trop parlé, mais c'est quand même important. Nous sommes dans une démarche où la personne en situation de handicap, elle a énormément d'intervenants autour d'elle. Pour avoir une vie privée, c'est extrêmement compliqué. Le service, il est là pour lui garantir que toute sa famille ne sera pas au courant qu'il fait appel à un ou une assistant sexuelle ou que l'établissement ne saura pas forcément à quel moment l'assistance interviendra ou l'accompagnement interviendra. Je crois que ça, c'est très important. Et c'est la même chose pour l'assistant ou l'assistante. Il n'est pas question que ces coordonnées circulent librement. Il n'est pas question que ces profils, son profil Facebook, par exemple, se retrouvent partagés ou ce genre de choses. C'est ça qui peut, à notre sens, garantir un bon service d'accompagnement et un bon accompagnement. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vous ai un peu poussé loin dans cette précision, mais ça me paraît important dans la mesure où on aborde ce sujet avec beaucoup de sincérité, de transparence, sans polémique. Mais on voit bien qu'il y a des termes, il y a des situations, il y a des encadrements qui peuvent effectivement prêter à discussion, à polémique en fonction des convictions des uns et des autres. Ce que je retiens, ce qu'on peut retenir de cette table ronde, c'est vraiment le respect de la vie privée, la protection des personnes dans leur dignité, dans leur intégrité sexuelle, en leur permettant de découvrir qui elles sont, de gagner l'estime de leur corps et l'amour de leur corps, avec ou sans défaut, mais dans la vie de tous les jours, personne n'est parfait. Et donc, c'est important d'avoir ce partage-là autour des personnes avec handicap pour leur donner l'assurance de leur de leur capacité d'être désirées et de l'assurance qu'elles ont le droit aussi de désirer. Et ça, je crois que c'est très important qu'on puisse le dire au-delà des cadres légaux qu'il va falloir mettre en place. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et qui fera peut-être l'objet d'une autre table ronde, c'est la solvabilisation de ces accompagnements particuliers, parce qu'on développe une précision de plus en plus grande dans les services d'accompagnement des personnes avec handicap dans la vie quotidienne. Là, c'est un aspect particulier de la vie quotidienne qui va solvabiliser cet accompagnement, la capacité des personnes à le demander, à le préciser, avec la garantie de l'anonymat et de la sécurité des relations. Je pense que ce matin, notre table ronde, même si elle n'était que féminine, ce que je regrette, eh bien, elle a permis d'avancer sur la transparence du vocabulaire et des concepts que nous pouvons partager entre nous. Voilà, je vous remercie vraiment d'avoir participé à cette table ronde. Je remercie à ceux qui nous ont suivis et qui vont, je suis sûre, réagir sur les réseaux à cette table ronde. Et il me revient de présenter la prochaine table ronde sur la démocratie locale avec les personnes handicapées. C'est pour quand ? Qui sera animée par Marie-Pierre Martin. Donc, je passe l'antenne, comme on dit, à ma consoeur Marie-Pierre Martin. Bravo à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Merci pour votre accueil.